Se retrouve après un week-end assez chargé et c'est au tour de votre émission, le plateau de votre émission Grand Jury, que nous nous retrouvons avec nos invités pour décrypter l'actualité comme promis vendredi dernier. Nous sommes dans un numéro spécial consacré à l'analyse de la situation qui secoue le monde du football, parlant justement de sa grande instance, la FIFA. Nous allons voir les circonstances dans lesquelles le président sortant, Joseph Sepp Blatter, a été reconduit ou réélu, si on peut le dire ainsi, vendredi dernier à Zurich, et puis voir les conséquences de cette situation, cet scandale de corruption, de blanchiment et d'attribution frauduleuse de compétition au pays. Nous allons voir les conséquences que cette situation peut avoir sur le continent africain, ou du moins le football sur le continent africain. Nous allons avant tout scruter un tout petit peu la une des journaux qui nous sont parvenus ce matin, du moins sur leur page sportive. Nous sommes avec le journal Nouvelle Opinion qui titre dans sa page sportive Sport, Football, FIFA, Sepp Blatter réélu contre-attaque. Et puis, voilà donc l'article sport à lire dans le journal Nouvelle Opinion de notre cher ami El Hadj Chanyao Arimiao, que nous saluons au passage. Donc voilà tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour ce qui concerne le sport. Voilà, de l'autre côté, climat délétère, c'est bien sûr dans votre journal Vision d'Afrique, climat délétère sur fond de scandale de corruption à la FIFA. L'inoxydable Joseph Blatter rempile pour un 5e mandat, l'UEFA mise à l'index. Voilà donc ce qu'on retient du sport à la une de ces deux journaux ce matin, Nouvelle Opinion et puis Vision, voilà, Vision d'Afrique. Et comme je le disais, nous sommes déjà avec un invité. Il est avec nous dans ce studio autour de ce plateau. Vous le connaissez très très bien ici à la télévision Espoir 47. C'est bien sûr Honoré Adontui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, nous sommes dans ce numéro spécial consacré au football. Nous allons d'abord, dans un premier plan, voir comment vous avez vécu cette réélection. Moi, je l'appelle un peu reconduction, réélection de Joseph Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Bon, c'est vrai que c'est très très attendu cette réélection, mais c'est sur fond de consternation et d'indignation. Parce que quand vous voyez à peu près comment ça se passe aujourd'hui dans le football mondial, cette réélection risque de créer beaucoup de problèmes au football de par le monde. Parce que vous savez que la FIFA aujourd'hui, c'est l'instance faîtière du football. C'est l'image du football dans le monde entier. Et lorsque à la tête, on constate des scandales de ce genre et que le premier responsable ne prend pas ses responsabilités et décide de continuer, j'imaginais que les ravages, c'est à tous les niveaux. Quand on prend le Togo par exemple, un sponsor qui se rend compte que même au niveau de la FIFA, c'est comme ça se passe, il est réticent. Donc je crois que c'est un gros scandale pour le monde du football. Et aujourd'hui, il va falloir quand même que de part et d'autre, les gens mènent des réflexions assez approfondies pour relever les bretelles à Joseph Blatter, qui se comporte malheureusement comme un Africain. C'est dommage. C'est un Africain? Ok, on va un peu revoir c'est vrai que vous avez dit que c'était une réélection très attendue, mais selon vous, qu'est-ce qui a fait la force de Blatter? Non, la force de Blatter, c'est comme Platini quand il est arrivé à l'UEFA. Blatter s'appuie généralement sur les petits pays du football. Vous savez que généralement, quand on parle du football, c'est l'Europe en général, ensuite l'Amérique. Et quand Blatter l'Italie un peu. L'Italie, bon, quand on parle de l'Europe, c'est pour tous ces pays. Voilà. Mais quand Blatter est arrivé, il s'est appuyé beaucoup plus sur les pays africains, par exemple, qui ne sont pas trop émergents en matière de football. Il s'est appuyé également sur des petits pays au niveau de l'Asie. Et vous savez, l'élection, c'est le nombre de voix. Quand on prend l'Afrique, on en a jusqu'à 54. Vous prenez l'Asie, ça fait 46. Et Blatter a mis à profit les nombreux partenaires, les nombreux partenaires qui sont à la FIFA. Il a essayé de faire certaines redistributions de ces richesses-là à tous les niveaux. Et ces pays ont énormément bénéficié de la richesse de l'arrivée de Blatter, ce qui fait que généralement, à chaque élection, ils n'hésitent pas à plébisciter Blatter. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, c'est ce qui est arrivé aussi à Platini. Quand Platini est arrivé, les petits pays de l'Europe de l'Est qui ont émergé, des pays comme l'Ukraine, des pays comme la Finlande et consorts qui ont quand même émergé. Il a mis des moyens dans ces pays-là. C'est ce que Blatter aussi fait au niveau de la FIFA. Donc, à peu près une copie conforme des stratégies. Des stratégies. Donc, si rien n'est fait, à chaque fois que Blatter va se présenter,
il va l'emporter. Donc c'est ça ce qui fait la force de Blatter, malheureusement une force finalement négative, parce que ça arrive de déteindre surtout le football mondial. Maintenant, où est-ce que le bas blesse si aujourd'hui on est dans cette situation? Bon, ça a commencé il y a longtemps. Le football est devenu une véritable mafia où n'y entre pas qui veut, mais c'est un groupe. C'est finalement un monde un peu mystique. Vous ne pouvez pas y entrer si vous n'avez pas l'aval de vos prédécesseurs. On met tellement des choses de sorte que ce sont finalement les initiés qui peuvent quand même avoir accès à ce cercle. Les initiés dans quel domaine? Les initiés, c'est ça, vous avez constaté. Les fraudes, la corruption, des gens de peu de moralité, c'est-à-dire des gens qui, sans foi ni loi, qui acceptent finalement de servir leurs propres intérêts au détriment du football. Donc vous voyez que généralement, pour aller à des élections par exemple, qu'est-ce qui se passe? En dehors du fait qu'au niveau de la FIFA, il y a beaucoup de moyens qu'on met au niveau des fédérations. Vous avez vu, sur le Togo, c'est grâce à la FIFA. La plupart des ressources qui sont arrivées, c'est vrai que c'est totalement dilapidé, mais les pays qui en ont fait une bonne gestion se sont quand même décollés. Donc au niveau de la FIFA, en dehors des fonds qui sont envoyés à ces différents pays, en même temps, on met quand même beaucoup d'argent de côté. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA a beaucoup d'argent. Vous imaginez par exemple que, juste pour une Coupe du Monde, des pays qui n'ont même pas participé peuvent avoir jusqu'à hauteur d'1 milliard. C'est beaucoup d'argent. Rien que pour les ristournes, des pays qui, les droits de diffusion, tout. Quand on calcule tout, les pays arrivent quand même à des sommes colossales. Donc, après avoir mis ces moyens-là à disposition des différents membres, la FIFA en a également beaucoup pour corrompre les gens. Vous savez, celui également avec nous, M. Maradas, l'ancien... Emmanuel Maradas. Emmanuel Maradas, l'ancien directeur de communication de la FIFA. Blatter. Il nous a expliqué un petit peu comment ça se passait. À la veille d'une élection, par exemple, vous arrivez, la salle est aménagée, avec tout le confort. Dans le luxe total. Tout le confort total. D'abord, vous voyez se faire en classe affaires. En classe affaires, vous arrivez, on met à votre disposition, vous imaginez, l'accompagnement, quoi. Vous avez l'accompagnement, là où même vous dormez. Tant en ressources humaines. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Donc, en dehors des jeunes filles qu'on met à votre disposition pour être toujours directes, on met également beaucoup d'argent dans des valises, là où vous dormez, vous en avez plein. Mais personne ne vous dit rien. Il y a un responsable qui les a appelés des jeunes filles miroirs. Vous pouvez vous mirer dans leur peau. Les femmes nous en excusent. Bon, mais c'est ce que la FIFA fait. C'est un objet qu'on met à disposition de ces électeurs-là. Et vous avez de l'argent un peu partout, dans la chambre, qu'on vous attribue, sur le lit, un peu partout. Mais personne ne vous dit rien. Mais vous savez que ça, c'est à vous. Et celui qui vous a amené, vous le connaissez. Donc, arrivez, vous votez allègrement. Donc, c'est un système qui a été bien moulé et qui aujourd'hui fait tabac monstre. Bon, on est arrivé à la phase terminale de cette gangrène-là et on l'a constaté la dernière fois avec beaucoup d'amertume. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit féliciter et encourager les Américains qui ont mis le pied à l'étrier, qui ont finalement réussi à ouvrir cette boîte de Pandore pour que désormais tout le monde puisse voir clairement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je crois qu'il ne fait plus l'homme de compte doute que la FIFA, il faut le dire, même si Blatter est réunie, est complètement affaiblie par cette irruption spontanée des Américains, des Américains qui aujourd'hui ont réussi à démystifier un petit peu la FIFA, parce que pendant longtemps la FIFA se présente comme un véritable monstre, vous ne savez pas comment ça se passe. Un État souverain. Mais aujourd'hui, vous voyez que, bon, Blatter est réuni, il sait ce qu'il attend dans les jours à venir. Il faut quand même le remarquer, c'est voilà cet empire-là qu'on met en place, un système finalement qui ne permet pas que le football mondial puisse bénéficier de tout. Parce que l'argent qu'on utilise généralement pour corrompre les gens, pour alimenter le blanchiment sur les marchés des capitaux, cet argent peut servir à autre chose si les gens ne tenaient pas forcément à leur réélection. Blatter, 79 ans, il se fait réélire pour un 5e mandat. Vous voyez que, bon, quelque part, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas plutôt que c'est un collège de sages à la FIFA? Vous avez peut-être l'âge moyen, c'est peut-être 68. Les autres, vous avez jusqu'à 74, 75, 80, 82. Mais pourquoi, à ce niveau-là, on peut faire ce constat? Bon, normalement, là où il y a des... On n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Là, vous l'avez vu la dernière fois à la CAF, par exemple.
pour une élection, à un moment donné, on fait voter des lois assez liberticides qui demandent, par exemple, pour être candidat, il faut d'abord être membre du comité exécutif. Ce qui est déjà difficile. Ce qui est déjà difficile. Donc, vous voyez, c'est un peu, bon, même si au niveau de la FIFA, ce n'est pas trop fermé, on met quand même les moyens pour que personne n'approche. Ce n'est que pour Blatter, il est arrivé en 1998. En 2002, il y avait des élections un peu ouvertes avec les Yatou qui étaient candidats. Mais juste après, vous ne pouvez pas être candidat. C'est fini. Mohamed Bin Amar a tenté, mais ça lui a valu. Exclu définitivement du football, exclu à vie du football. Vous voyez, donc ce n'est que cette année que bon, il y a eu certaines candidatures un peu fantoches à la limite. Donc ça veut dire qu'on met tellement les moyens que tout le monde ne peut pas être candidat et avoir les mêmes largesses pour pouvoir gagner. Donc ce qui fait que ceux qui étaient là depuis, c'est les mêmes qui continuent. Et on arrive finalement à la génération Ayatou, à la génération Blatter, que nous constatons aujourd'hui, malheureusement, dans ce domaine-là. Maintenant, vous avez vu, ça commence à changer un petit peu. Le dernier candidat en liste. Oui, justement, j'allais en parler. Il a 39 ans. 39 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même certaines générations qui sont en train de défier, qui sont en train de frapper à la porte. Une porte qui demeure fermée, hermétiquement. Fermée, mais je dis ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir parce qu'après cette élection, les Américains n'ont pas dit le dernier mot. Ils continuent. Les enquêtes poursuivent. Dans les tout prochains jours, Blatter sera écouté, tout comme Ayatou et d'autres Africains seront écoutés dans d'autres dossiers. De la même façon, le dossier qui a été ouvert, qui constitue aujourd'hui la boîte à Pandore, ça continue, les enquêtes continuent également. Cela suppose que Blatter ne va plus dormir de son propre sommeil pendant longtemps. Pendant les 4 ans à venir, du moins, il va être très difficile. Vous prenez les Anglais, par exemple, qui disent que si d'aventure rien n'est fait pour pouvoir assainir la maison de football, il peut arriver que les Anglais boycottent les Coupes du Monde à venir. Donc, c'est des signaux forts. Et quand on parle de boycott à ce niveau-là, c'est beaucoup d'argent de perdu. Déjà, avec tout ce qui s'est passé la dernière fois, il y a plein de sponsors. Vous savez que généralement, les plus gros sponsors viennent de l'Angleterre. De l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique. Vous prenez pas un sponsor comme Visa, si vous le permettez, comme Visa, comme Coca-Cola et consorts. Aujourd'hui, c'est des sponsors qui sont retirés. Visa a même menacé la dernière fois de se retirer. Or, si un partenaire d'un tel niveau se retire, écoutez, Blatter n'aura plus la même manne qui distribue un peu partout pour se faire relire. Si Coca-Cola s'en va, alors Coca-Cola, c'est un partenaire de longue date, ça va chuter les chiffres d'affaires au niveau de la FIFA. Donc, il faut réfléchir sérieusement à ce marasme-là qui se profile à l'horizon et rapidement essayer de les corriger, de rectifier le tir. Blatter aurait pu se retirer, ça aurait arrangé un peu la situation parce que beaucoup de sponsors, beaucoup de partenaires pouvaient se dire, bon, comme c'est la machine de Blatter s'est retiré, on peut assainir maintenant la maison. Mais du moment où il est là, est-ce que c'est la machine de Blatter ou bien c'est une machine que Blatter est venu trouver et qu'il a réussi à rendre, qu'il a réussi à renforcer? Écoutez, c'est la machine de Blatter aujourd'hui. Blatter est déjà à la FIFA. Il a assumé beaucoup de fonctions. Il était déjà secrétaire général pendant longtemps de Joao Avalanche, avant de se faire élire en 1998. Donc ça fait plus de 40 ans que Blatter est à la FIFA. Donc c'est son il a eu le temps de positionner ses pions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile, comme je le dis, il est très difficile que Blatter puisse s'en aller comme ça. Mais ce qui va le faire partir définitivement, mais ce qui va faire plomber finalement le football mondial, c'est le fait que beaucoup de partenaires peuvent se retirer. C'est une éventualité qui fera perdre la main à Blatter, parce que Blatter, c'est pas lui. Mais est-ce qu'il est facile aujourd'hui à ses partenaires de se retirer? Jusqu'au même moment que ça profite à la FIFA, ça profite également à ces partenaires-là. Mais Rodrigue, dans le monde de la communication, vous êtes partenaire parce que vous voulez avoir une bonne visibilité. Voilà que vous êtes partenaire d'une institution qui est décriée. C'est votre image également qui est plombée. Donc en matière de communication, tient compte de tous ces aspects-là. Donc si on constate qu'au niveau de la FIFA, tous les jours, c'est des scandales à répétition, écoutez, de gré ou de force, ces partenaires seront obligés à se retirer. C'est ça le gros problème. Vous savez que quand on prend un partenaire comme Coca-Cola, par exemple, écoutez, Coca-Cola, c'est des milliards qui se brassent par jour. Mais pour en arriver à ces chiffres d'affaires, ce sont des mécanismes qui sont mis en place. La communication, par exemple, à la FIFA, ça nous apporte quoi? Ils vont l'évaluer. Après ce scandale-là, ça nous apporte quoi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Mais si à la fin, on se rend compte que ça commence pas à chuter, ça dégringole, on va aller chercher. On va préférer fermer la porte. Fermer la porte et aller ailleurs. Donc, je crois que c'est finalement ce qui
risque de créer beaucoup de problèmes à la FIFA à l'avenir si Blatter continue pas à persister, à moins que, bon, on trouve des palliatifs. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est le fait que Platini, par exemple, qui est au niveau de l'UEFA, se positionne de cette manière-là, vertement contre Blatter, et il est suivi par la plupart des pays européens, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, l'UEFA, c'est aussi une autre machine, même si au niveau de la FIFA, Blatter peut s'appuyer sur l'Afrique, l'Asie pour se faire élire. Au niveau de l'UEFA, par exemple, vous imaginez quand vous jouez la finale de la Champions League, l'enveloppe, c'est plus colossal que ce que vous gagnez la Coupe du Monde. Oui. Au niveau de l'UEFA, par exemple, la Champions League, le vainqueur a plus de 25 milliards. Alors quand vous prenez la Coupe du Monde, ça fait 17,5 milliards. La dernière Coupe du Monde, c'est vrai que ça évolue d'année en année, mais la dernière Coupe du Monde, ça fait 17,5 milliards. Ça veut dire que l'UEFA aussi a beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et comme la guerre est complètement ouverte aujourd'hui, écoutez, dans les jours à venir, il se peut que l'UEFA continue par infiltrer ce réseau-là d'une autre manière. Peut-être que vice-versa, puisqu'on a vu un journal titré tout à l'heure ici que Blatter contre-attaque, voilà. Non. Que Blatter contre-attaque. Rodrigue, le problème qui va se poser, c'est que Blatter, il est réélu, il peut continuer par travailler normalement, il peut faire les 5 ans. Il a même encore promis qu'il va remettre une bonne FIFA bien organisée à son successeur. Ça voudrait dire qu'implicitement, il dit encore que dans 4 ans, il ne sera pas candidat, alors qu'il a dit à plusieurs reprises, il n'a pas respecté. Mais si dans 4 ans, peut-être frappé par l'âge, on en a vu ailleurs. Oui, frappé par l'âge, puisqu'aujourd'hui, vous prenez par exemple la CAF, c'est une réalité. On a sauté le verrou de l'âge également. Frappé par l'âge, je dis, bon. Ça veut dire que là-bas aussi. La sénilité est là, c'est-à-dire Blatter, 79 ans, ça veut dire que dans 4 ans, il va avoir 83 ans, 83, 84 ans. Bon, il peut arriver que. Qu'il soit fatigué. Te retirer, ça peut arriver. Maintenant, si c'est arrivé, je crois que ça peut permettre également à d'autres de pouvoir rebondir. Et ça va être difficile si d'aventure la campagne, c'est une autre campagne qui est ouverte aujourd'hui, cette campagne-là continue jusqu'à 4 ans. Il se peut que l'empire de Blatter soit complètement infiltré pour qu'on retrouve... Et complètement anéanti. Pour peut-être un autre système. Un autre système, voilà, qui va s'installer. Malheureusement, sur le dos du développement du football mondial. Voilà. Nous sommes rejoints par Abel Zindodi qui nous vient de la radio Carré Jeune. Abel, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Rodrigue, bonjour mon cher ami Honoré Adontu, toutes mes excuses pour les télésportifs et les auditeurs. Et téléspectateurs, sans oublier les internautes. Les internautes également. Vous savez que le Togo est en chantier et par moment, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ça va forcément agir sur... Autrement dit, il y a eu trop de déviations qui ont compliqué un tout petit peu la circulation. Ça a embêté un tout petit peu ce matin. En tout cas, très bien. Vous êtes déjà là. Nous sommes en train d'évaluer un tout petit peu, ou pas évaluer, d'analyser un tout petit peu la réélection de Joseph Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Vous avez aussi vécu cette réélection. Comment vous l'analysez? Bon, je pense que c'était quand même prévisible que Blatter soit réélu à la tête de la FIFA, vu quand même les tendances, au vu de tout ce qui se tramait en amont, en l'instant donc de l'UEFA qui était complètement contre une réélection, donc une réélection autant pour moi de Sepp Blatter. Je pense que tous les autres continents, pratiquement toutes les autres confédérations soutiennent Blatter, et l'Afrique qui a quand même la plus grande le plus grand nombre de membres d'électeurs a donné donc son soutien, accordé son soutien à Blatter et tout, à travers donc le président Issa Hayatou et tout. Donc je pense que tous ces aspects ont montré en amont que Blatter serait donc réélu. Maintenant, le scandale qui a secoué le monde footballistique, donc à quelques jours de ces élections,
nous a laissé un peu perplexe par rapport à la situation, par rapport au fait que est-ce que les membres de la FIFA, le bureau ou bien Blatter va vouloir coûte que coûte forcer pour aller à ces élections. Mais malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes quand même confrontés. On était confrontés, l'élection a eu lieu, Blatter a gagné. Voilà, c'est encore une preuve que le football, c'est dans ce domaine qu'il y a tellement de mafia. Et on l'a toujours dit que c'est un domaine dans lequel vous rentrez blanc et vous sortez très sale. Vous comprenez un peu. Vous rentrez dans blanc. Le football blanc et vous ressortez donc très sale, très pourri. Donc c'est encore une preuve. Vous partagez la preuve là. Vous rentrez blanc, vous ressortez pourri. Bon, généralement, vous savez, c'est tentant quand on arrive dans un monde avec beaucoup d'argent. J'ai écouté la dernière fois un membre du comité de normalisation de la fédération. L'autre fois, il causait avec un aparté. Il est allé à une mission de revenu, il comptait les sous. Quoi. Bon, les dollars. Il a finalement compris pourquoi il y a trop de bagarres dans le football. Donc ça veut dire que c'est tentant. Chaque fois, vous avez devant vous des liasses. Ça fait forcément beaucoup d'efforts, vous avez de l'argent. Bon, à la fin, c'est tentant. Donc, quelque part, Abel peut avoir raison. Mais à un moment donné, il faut quand même garder sa tête sur les épaules. Un peu de probité à un moment donné. Voilà. Quand on arrive à un certain niveau, il faut savoir raison garder. Voilà. Je reste avec vous, Honoré. Est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain n'est pas interpellé par cette situation du moment où on sait que quand on prend le Cameroun à côté ici, on a vu un président qui était en prison et qui a été réélu pratiquement 100%. Ça veut dire que le système était bien nulé. Même s'il était absent, c'est comme dans le pays là même. Paul Biya ne tient jamais de conseil ministre plus de 2 fois par an. Il est quelque part, il gère le pays de loin. Donc c'est presque la même chose. Quelqu'un peut être en prison et continuer à gérer la fédération. Ça veut dire que c'est une tradition qui est partagée dans le pays. Bon, pour être beaucoup plus sérieux, il faut quand même remarquer que la façon dont ce monde-là est organisé, c'est ce qui peut arriver. Maintenant, par rapport au continent africain, ça va être difficile si Ayatou est là. Parce qu'Ayatou, on peut le dire, il est pire que on comprend finalement que c'est le Manitou au niveau de... C'est un peu comme le porte-parole ou le défenseur pied et main tendu de Blatter. Oui, en quelque sorte. Parce que c'est lui qui offre le plus grand nombre d'électeurs. Oui, en quelque sorte, parce qu'il faut beaucoup de voix pour pouvoir passer. Donc le continent africain, ce qui m'a un peu touché la dernière fois, c'est que quand le scandale était là, la plupart des pays qui sont à cette assemblée-là se sont tus. À part l'UEFA qui s'est prononcé, beaucoup de pays sont tués. Mais c'est à ce moment que les Africains se montrent fièrement pour défendre quelqu'un qui est déjà trempé de la tête aux orteils. Pour dire fièrement que nous on le soutient, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu une Coupe du Monde. Alors qu'à l'époque, c'était déjà dit que la Coupe du Monde sera rotative. Ça veut dire quoi qu'on dise, en 2010, il va y avoir une Coupe du Monde en Afrique. Mais là aussi, il y a beaucoup de membres au niveau du comité exécutif de la FIFA, il y a des assemblées qui s'organisent, qui peuvent décider de redistribution des mannes à un moment donné, puisque le football s'est démocratisé par moment. Mais les Africains constat mari de l'exclu qu'on a sur le continent généralement, qui commencent par dire que non, c'est grâce à Blatter que le football africain, même OEA, on a dit, le OEA s'est clairement prononcé, puis lui qui avait accompagné la délégation libérienne dans ce pays-là, qui se montre également pro-Blatter, fièrement. Bon, quelque part, on se dit que, bon, nous les Africains, on aime ça. C'est pour ça que je vous disais au début que Blatter se comportait à ce moment-là précis comme un Africain, comme on explique, parce que c'est généralement en Afrique que les gens affichent ce genre de comportement. Ils ne démissionnent jamais, même en plein scandale, on se montre fièrement, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. Les élections un peu partout, Turquie, partout. C'est en Afrique que vous constatez ce genre de choses. Donc, en bon blanc, par exemple, il faut le dire, quand ça arrive à un niveau donné, on démissionne. On démissionne. Mais Blatter, bon, il s'en fout. Il a continué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il dit qu'il va reprendre le bateau là et corriger, même s'il sent à un moment donné que ça... Il a dit il y a au moins à court terme le projet de stabiliser le navire. Et puis à long terme, juste à la fin de son mandat, au moins remettre une FIFA. Le FBI continue son enquête, ses enquêtes. Et à tout moment, il peut être interpellé. Il sera dérangé. Il faut quand même, quoi qu'on le dise, il sera dérangé. En plus des Anglais qui montrent déjà le ton que si d'aventure se qualifier pour une Coupe du Monde, ils ne sont pas loin de boycotter cette Coupe du Monde-là. C'est des signaux forts que Blatter doit commencer par interpréter. Donc par rapport
aux pays africains, je crois que l'image était déjà là. Ça va être difficile, je l'ai dit encore une fois. Si Ayatou ne partait pas, Ayatou continue pas à régenter ce football-là, il faut quand même le rappeler. Lui, il était là depuis 88 et il est 10 ans plus tôt que Blatter. Il continue pas à être là, 28 ans bientôt. Bon, il est là. Si on ne trouve pas de moyens pour le faire partir, bon, l'Afrique ne va pas bénéficier de grand jour. Ce qui est pire chez lui, au niveau de la CAF, c'est que la FIFA, au moins, arrive à donner un peu de moyens aux fédérations. Lui, il donne pas. Lui ne donne pas. Il en profite avec sa famille et ses proches. Donc, c'est ce qui est un peu dommage. Voilà, un peu dommage. Abel, aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de ce continent africain? Vous prenez par exemple le Bénin à côté, ici vous avez vu tout ce qu'il y a eu entre l'État en tant qu'entité et finalement une seule personne en la personne de, comment vous l'appelez déjà, voilà, Anjorin Boucharafou, qui devient lui seul pratiquement une entité face à l'État avec l'appui de la FIFA. Oui, c'est la fausse communication qu'il y a eu de par le passé, comme quoi la FIFA est une entité avec laquelle on ne peut pas blaguer, on ne peut pas... Est-ce que c'était une fausse communication ou bien c'était réel? C'était une mauvaise communication à l'époque, c'était une mauvaise communication. Mauvaise, mais pas fausse. Mauvaise et fausse à la fois, parce que si c'était quand même une bonne communication et si cette communication était vérifiée vraie, mais la justice américaine ne se serait donc introduite aujourd'hui dans la maison de la FIFA. Vous comprenez un peu, si la FIFA était quand même si puissante que personne ne peut tout toucher au chevet donc d'un membre, aujourd'hui ils sont déjà 14 à être interpellé, on dira. Donc ça veut dire tout simplement que c'était vraiment une fausse communication qui entourait le truc là, la FIFA. Parce que chez nous aussi au Togo, on le disait tout le temps. Attention, vous touchez, la FIFA va sanctionner. Je dis que c'est notre génération. C'est notre génération, les générations dont nous sommes quand même, dont nous faisons partie, justement, Honoré, vous êtes ici, et d'autres collègues et d'autres confrères journalistes. C'est notre génération qui a essayé quand même de casser cette barrière-là. Vous voyez un peu, de briser cette barrière qui fait croire à la population que la FIFA est si puissante, la fédération de football ne peut pas toucher. Si vous touchez à un membre de la fédération, vous rentrez en contact avec la FIFA et que la FIFA est devenue donc un État dans un État, ce qu'on a toujours décrié. Maintenant, si aujourd'hui, de par le passé, un membre de la FIFA qui se veut quand même être un président d'une fédération était tellement protégé qu'une seule entité ou bien cette seule personne-là se fait face à l'État. Ça s'est passé également au Togo. Le cas de M. Gabriel Ameyi est là. Seul face à l'État, il a essayé quand même de faire des pieds et des mains pour garder son fauteuil bon malgré. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire tout simplement que la période là est passée où nous allons essayer quand même de voir clair. Ça me ramène encore à penser à des commissions, à ces groupes créés de part et d'autre pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et tout. Jabba est là, qui est un réseau très puissant en Afrique, mais qui ne touche jamais le football, qui ne touche jamais le côté sportif de la chose. Maintenant, si on parle du blanchiment d'argent, aujourd'hui, l'exemple est là que c'est au niveau du c'est dans le football qu'il y a assez de blanchiment d'argent et même le financement de terrorisme qui dit que ça ne peut pas passer, qu'il ne peut pas passer par là. Maintenant, Jabba est interpellé. J'ai eu les commissions dans nos pays. Nous avons donc une commission également au Togo dirigée par M. Akitem. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que ces commissions-là font pour vraiment éradiquer ce fléau qu'est la corruption, qu'est le financement du terrorisme, qu'est le blanchiment d'argent et tout. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons interpeller aujourd'hui ces genres d'organisations, ces genres de groupes et tout, et des commissions pour qu'elles s'introduisent réellement dans le football, qu'elles tournent vraiment leur regard vers ce qui se passe dans le football. Une société qui déverse des millions et des milliards, ou bien des milliards dans le football et qui se retrouve vraiment face à ces situations qu'on a vécues la dernière fois à Zurich. Vous comprenez
comment ou bien pourquoi ces sociétés-là auraient raison de se retirer de la chose, et même du management de la FIFA. Et aujourd'hui, Djaba et les commissions qui sont dans des luttent pays qui luttent contre le blanchiment. Contre le blanchiment. Tout ça, c'est géré donc dans la danse. Et la solution serait trouvée. La solution est très simple aujourd'hui. La justice américaine nous a déjà montré la voie à suivre. Il faut quand même aller sur cette piste-là. Et je pense que ça va... On aura plus tellement de problèmes. Honoré, vous pensez que... est-ce que vous partagez d'abord la proposition de Abel? Si oui, est-ce que ça peut marcher dans nos États? Bon, encore que... C'est vrai que c'est une très très bonne proposition. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'attaquer de front ce système-là pour pouvoir arriver à avec tous ces risques. Oh, écoutez, la dernière fois, vous avez vu comment les gens ont été cueillis machinalement et n'ont même pas encore pris leur café. On les a cueillis sérieusement. C'est de la même façon qu'il faut commencer par cueillir les gens ici sur place. Les commissions dont Abel vient de faire cas, ces commissions sont là. Écoutez, il y a des services de renseignement dans le pays. Il y a plein d'autres mécanismes qui peuvent permettre à ce qu'on puisse assainir. Mais on ne leur demande pas de faire violence. Assainir. Assainir la maison du football. C'est très important. Ouais, et pour pouvoir arriver à une solution pareille, c'est simple. Quand l'agent de la FIFA arrive, par exemple, il faut informer les membres. Vous informez les membres qu'il y a telle somme qui arrive à ce moment. On va faire tel, on fait voilà tel, la on fait tel. Vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, les retombées de la FIFA au niveau de la Coupe du Monde, quand ces retombées-là arrivent, c'est redistribué automatiquement au club D1, D2. C'est réparti quand il y a des quotas qui sont déjà fixés. Quand l'argent arrive, voilà, c'est parti pour tout le monde. Il sera difficile en ce moment pour ici de suspecter encore, à moins qu'il y ait d'autres sous ailleurs. Parce qu'il faut rappeler que les membres déjà, avec leur voyage et leur per diem, ça leur suffit. Ça leur suffit. Vous avez parlé des membres du comité de normalisation qui est venu. Il a fait un peu le calcul. Il dit ici ça sent bien quoi. Il suffit que ce mécanisme soit clarifié et je crois qu'il va y avoir moins de problèmes. Il ne faut pas que nos États aient peur de toucher désormais cette fourmilière-là. Parce qu'on a vu le courage du Bénin. Le Bénin a commencé un peu plus tôt. C'est vrai que c'est à un petit niveau, mais le Bénin a commencé, la FIFA n'a rien dit. Et il faudrait que très rapidement nos États prennent nos responsabilités pour essayer d'aider le football à décoller. Parce que c'est le fait que c'est ce système-là qui est là. Les gens ont bouffé des milliards, on ne leur dit rien. Or, c'est une génération qui est sacrifiée avec ces fonds-là, bouffés. Puis c'est des fonds qui sont destinés à la promotion et au développement du football. Si c'est resté dans la poche de certains individus, vous comprenez que ça n'a pas profité à la masse dont elle est destinée. Donc il faut déjà commencer par réfléchir dans ce sens-là et au besoin interpeller les gens tout simplement. Il faut les interpeller, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, quand vous rentrez au fond même de ce que les Américains ont fait, c'est vrai que beaucoup leur prêtent l'intention du fait que lorsqu'ils n'ont pas été choisis pour organiser. Ils n'ont pas bénéficié de la Coupe du Monde 2018 et 2022. C'est ça qui les a un peu mis en transe, c'est ça qui les a mis en courroux. Mais derrière, les Américains ont mis en avant le fait que la plupart des partenaires de la FIFA sont dans leur pays, ils ne paient pas leurs impôts, leurs fiscs. Donc, dans le pays, c'est prohibé. Ils cherchent à comprendre mieux. Et ils ont mis les gros moyens. La taupe, notre ami Tchouk Blazer, on l'a mis dedans pendant plus de 2 ans, 3 ans. Il a eu une porte-clé. Tout est pratiquement caméra micro cachée. Caméra micro cachée avec laquelle il a reçu tous les éléments. Les boutons et tout. Tout. Donc les Américains ont beaucoup d'éléments aujourd'hui. De la même façon, vous vous rappelez ce qui s'est passé au Bénin avec Moucharaf. C'est parce qu'il avait dilapidé, il avait détourné les fonds d'un partenaire qui s'est retrouvé en prison pendant au moins 6 mois. Il a limé ses dents contre les barreaux là-bas pendant 6 mois. De la même façon, on peut le faire ici parce que l'État finance le football, notamment les championnats et surtout les sélections. Donc l'État peut chercher à voir clairement ce qui se passe là-bas. Encore que tout soit clarifié, d'abord au niveau du ministère des Sports, parce que souvent il y a des gens là-bas qui cautionnent cela, et au niveau des ministères des Finances, les autres commissions, ça va à ce niveau également. Vous comprenez que si à tous ces niveaux-là, il y a des implications, les enquêtes n'aboutiront jamais. Donc il faudrait qu'on arrive d'abord à assainir tout mécanisme à partir du ministère des Finances, du ministère des Sports, et quand on arrive au niveau de la fédération, ça va être beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, on n'a plus le choix. Surtout qu'on a en place un comité de normalisation. Écoutez, c'est le moment ou jamais. En commençant par ce comité même.
comment ce comité a été mis en place, clarifier tout. La FIFA aujourd'hui, je vous dis, les Américains ont donné le ton. La FIFA ne fait plus peur. Il faut foncer et profiter en même temps. Avant que Blatter ne récupère. Ne récupère, oui. Voilà. Donc, Abel, nous restons toujours dans le monde. Aujourd'hui, c'est le football. C'est vrai, c'est le football. Mais est-ce qu'on peut aussi déjà commencer par chercher à voir clair dans les autres disciplines? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que vous savez, le football attire beaucoup d'attention. Et ça fait que... Sans vous couper, il fut un moment dans notre pays, on a fait voyager les vendeuses d'Adémé à la place des athlètes. Ce n'est pas il fut un moment, ça continue. Mais ça continue. Les vendeurs d'Adémé, les couturiers, à la place des athlètes, des karatékas. Vous voyez un peu. Donc c'est la réalité au pays. Mais on n'a rien dit. On n'a rien dit. Plutôt, on a donné encore plus de chance aux acteurs, à ces faussaires-là, entre griffes, de poursuivre leur mission. De gravir encore des échelons. Et ils ont grandi encore en galon. Et ils sont là tranquilles, intouchables. Vous voyez un peu. Donc, dans les autres disciplines, c'est encore le com là-bas, c'est le pire. Parce que, comme ils n'ont pas tant de projecteurs sur leurs activités, sur ce qu'ils font, donc ils sont tranquilles, ils bouffent tranquillement, ils pillent l'argent quand même des acteurs, et ils sont là. Quand vous prenez par exemple le judo, n'en parlons plus. Vous prenez le karaté, ça ne finit jamais là-bas. Et la boxe, on sait concrètement ce qui se passe là-bas, dans cette maison, et ainsi de suite. Donc, moi je dis une chose aujourd'hui. Le sport, entre-temps, était considéré comme un mythe où on ne pouvait pas s'introduire dans ce qui se fait dans la gestion, dans sa gestion. Mais aujourd'hui, moi je donne quand même carte blanche à la justice américaine qui a su, parce que c'est osé quoi, aller jusqu'à la FIFA. Oui, aller jusqu'à la FIFA même. Et on a eu à faire des perquisitions. Justement, en pleine réunion ou bien les gens sont là avec des gens qui sautaient par la fenêtre. Ouais. Donc, moi je pense que ce n'est pas le petit Togo qui ne pourrait pas le faire. Ce n'est pas une petite fédération comme la Fédération togolaise de football qui échapperait quand même à une véritable enquête. Vous voyez un peu. Ce n'est pas une fédération de boxe, de karaté, de judo qui va encore... le judo, dans les heures à venir, ça va encore bader là-bas. Vous allez les entendre encore. Parce qu'il y a déjà l'élection qui se prépare. Les gens ne veulent plus du président qui est là actuellement. Et lui aussi ne veut pas partir et tout. Et il serait quand même en France actuellement où un congrès statutaire a été organisé derrière lui. Vous voyez un peu, déjà allumé le samedi dernier et tout. Donc vous pensez que dans tout ça là, c'est des problèmes d'argent derrière. Vous voyez un peu. Donc c'est la manne. Maintenant, si nous demandons aujourd'hui à la police, surtout aux commissions, bien aux groupes là qui non, on a vu pas. Est-ce que c'est aux organisations? Parce qu'aux États-Unis, tel que vous le dites tout à l'heure, on a vu que c'est un peu une enquête qui a été ouverte par le procureur, qui a lancé qui a ouvert l'enquête, et c'est parti jusqu'à la FIFA. Voilà. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, les gens, la justice américaine a déjà donné le ton, comme on l'a dit tout à l'heure, Honoré l'a souligné. Nous n'allons que faire dans cette logique-là, sur cette lancée, aller quand même tout droit, foncer tout droit et voir ce qui se passe dans nos fédérations. Mais tout en oubliant quand même l'aspect que Honoré a souligné tout à l'heure, aller voir comment ça se passe au niveau du ministère des Finances par rapport au décaissement des fonds et tout, les autres commissions par ici et par là, le ministère des Sports qui n'a pas toujours... C'est-à-dire, si vous voulez, que les enquêtes ne se centralise pas seulement sur les racines principales, mais vers les... Mais ça va commencer par là, ça commence par la fédération, ça commence par les acteurs du football eux-mêmes, ça va commencer par là. Parce que si ça commence par là, les gens vont parler. Mais si on t'attaque, si vraiment le ministre en a pour quelque chose, il le dit, il faut le dire, et on le prend. Mais si au niveau du ministère, on prend le responsable qui est là, mais il va quand même dire, c'est au niveau... Qui aussi a pris. Oui, qui aussi a pris, même si au niveau de la présidence, il y en a qui prennent, on va quand même les dire. Voilà, Honoré, on en est là avec tous les sports. C'est vrai que partout, comme Abel l'a dit, il y a des sports dont on n'entend pas parler, mais qui font voyager assez d'athlètes. Mais sur le plan mondial, par exemple, aux Jeux Olympiques, on n'en entend jamais parler. On n'entend jamais parler du Togo. Mais il y a des gens qui voyagent allègrement, qui disparaissent, qui se fondent dans la nature. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer cette situation de la FIFA comme une guerre ouverte contre un vaste projet d'assainissement du monde sportif? Oui, il le faut forcément. Mais je crois que
moi j'ai un peu d'appréhension. Pour que l'État togolais puisse s'engager véritablement sur ces pistes-là, il faut que l'État se donne d'abord des objectifs, puisqu'on voit généralement que nos sports sont très mal financés. Parfois, c'est des gens qui se démerdent. Donc, s'il arrive à décrocher un partenaire, il le mène dans sa poche. Pas lui se dit que c'est lui-même qui s'est débrouillé. C'est pas une bonne chose. Non, il faut que l'État se donne des objectifs. Que les conventions d'objectifs qui ont été signées comme papier soient respectées. Que l'État donne clairement la voie. La politique sportive, on en est où? Si tout cela est clarifié, je crois que des mécanismes pour pouvoir contrôler seront mis en place et tout cela va bien se passer. Mais du moment où jusque-là ce n'est pas bien clair, ça va être un peu difficile. C'est qu'au niveau du football, l'État met beaucoup d'argent qu'on voit directement. C'est pour ça que on met souvent le projecteur sur cette fédération. Sur d'autres fédérations, il y en a un peu, mais il faut que l'État en amont puisse s'autodiscipliner à mon sens. Puisqu'on n'a jamais donné d'objectif. Prenez la fédération du football. Il n'y a rien pratiquement là-bas. On prend des entraîneurs comme on veut. Bon, on évolue quoi. Demain, on va s'occuper du lendemain. C'est ça. On prenait les autres sports. Handball, les consorts. Il n'y a rien. L'escrime. Non. Que l'État arrive à se donner une politique sportive en bonne et due forme. Et à partir de là, on met les mécanismes et tout cela va se clarifier. Mais en attendant, au moins le football, il faut l'attaquer directement. Il faut l'attaquer directement. Très bien. On a peut-être encore 2 ou 3 minutes. On va rapidement parler de la primature. On va aller à la primature. Nous savons tous que le Premier ministre a thème que si c'est la Godia Oumezoulou, on va l'appeler autour de ce plateau président du comité de suivi de la participation des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations de 2013. Comité de supervision de la participation des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations de 2013, donc en Afrique du Sud. Abel, le Premier ministre, il a rendu son tablier il y a quelques jours, mais il a oublié de faire les comptes de cette canne. Est-ce qu'il a oublié de faire les comptes? Il a encore dit la dernière fois que les comptes sont prêts et il va essayer quand même de les communiquer très prochainement. Mais ils sont très prochainement du trop parce que depuis 2 ans, depuis que les éperviers sont rentrés après la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, il n'a fait que dire ça. Ok, aucun centime ne restera dans la poche de qui que ce soit et il fera les comptes jusqu'au dernier centime et tout. Mais jusqu'alors, 2 ans après, on n'a pas les comptes. Et la dernière fois encore, il est encore ressorti, il dit ok, tout est fait prêt, bientôt vous aurez les comptes. Et jusqu'alors, bientôt ne vient jamais. Et moi, ça m'intrigue un peu par rapport au fait que c'est l'un des premiers responsables du pays qui n'arrive pas à honorer son engagement. Vraiment, c'est un peu embêtant. Et dans la masse, ça se murmure partout. Parce que quand vous rentrez dans la population, vous rentrez sur le terrain, tout le problème aujourd'hui dont le Togo souffre, selon les citoyens, c'est le problème des 5 francs qui nous ont été soutirés. Sans les comptes. Sans les comptes. Et jusqu'alors, beaucoup disent encore que même ces réseaux de téléphonie n'ont pas encore cessé de nous prélever les 5 francs parce qu'ils nous ont envoyé des textos, des messages voilà, pour nous annoncer. Mais jusqu'alors, on n'a pas encore eu d'autres messages pour nous dire que c'est arrêté. Peut-être que nos 5 francs continuent encore par aller, puisque les comptes ne sont pas encore faits, peut-être que ça continue par retomber dans les caisses. Il va falloir que... En tout cas, très prochainement, le PR va sortir, comme vous l'avez dit, et on va honorer par rapport au Premier ministre et les comptes de la... Je vous dis qu'au sommet de l'État, il faut quand même d'abord commencer par s'autodiscipliner. Donc, vous ne verrez pas, par exemple, les États-Unis d'Amérique, Obama, par exemple, qui se fera reprocher des choses dont vous parlez. Vous dites, son problème, jamais. Dès qu'il est interpellé, il va rendre compte, il démissionne le lendemain. C'est comme ça. Donc, quand la justice commence une enquête, tout le monde la respecte comme ça. Mais Togo, ce n'est pas le cas. Un Premier ministre qui fait de fausses promesses, c'est dangereux pour le pays. Donc, il est là, il ne dit rien. Tantôt, il sort... Ce que je constate chez le Premier ministre, c'est que dès qu'on parle de remaniement, de la nomination de nouveau Premier ministre, à ce moment, il dit le compte est prêt. Et après, bon, on disparaît. Ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui empêche M. Oumezoulou, par exemple, de nous rendre compte? Même si c'est des calculs clairs, obscurs, il faut nous le dire, on comprendra. Comme on en a vu ailleurs. En 2010. Oui, donc c'est dommage. Maintenant, il a démissionné, il va partir. Bon, les comptes ne sont pas faits. Vous imaginez, vous comprenez par exemple, si demain, un Premier ministre arrive et interpelle un président de fédération, il sera respecté. Même si ce président de fédération n'est pas sur la bonne voie, vous voyez à peu près. Non, il faut que d'abord sommet, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut que l'État se donne des objectifs. Que l'État arrive
à se rendre un tout petit peu irréprochable avant d'arriver au niveau de cette fédération-là. Mais quand c'est comme ça, écoutez, le Premier ministre va marcher dans la même assiette que ceux qui ont foutu en l'air la délégation au niveau de la CAN en Afrique du Sud. Vous voyez à peu près le président de la fédération, Amélie par exemple, aujourd'hui quand on parle de ça, bon, il va se bomber le torse parce que c'est que bon, c'est ensemble que ça s'est passé quoi, avec le Premier ministre qui est complice. Donc, il faut qu'on en arrive là, que l'État se donne une certaine image d'abord de respectabilité. Là, quand on arrive au niveau des fédérations, ça va se passer. On peut rapidement pincer les gens. Oui, pincer les gens. Rapidement. En tout cas, on attend, vous savez, mieux vaut tard que jamais, ça va finir par arriver. Mais la grande question autour de laquelle nous allons remercier nos invités et fermer la page de ce numéro de votre émission Grand Jury, c'est aujourd'hui, on connaît le FBI qui inquiète la FIFA, mais quel FBI pour l'Afrique? Quel FBI pour le Togo, pour assainir les sports? C'est la grande question. Méditation donc à tous les niveaux. Merci à Abel Zidodi pour la disponibilité. Et merci également. C'est encore un honneur de le retrouver autour du plateau ensemble avec les confrères pour discuter de l'actualité et surtout l'actualité sportive. Merci encore une fois. Bon début de semaine. Merci et pareil à vous aussi. Merci à Honoré. Il était là très matinal et merci pour la disponibilité. Ça a été un plaisir, je vous en prie, à la prochaine. Voilà. Et puis, on devait aussi recevoir Manou Adiouanou, il n'a pas pu arriver, mais on lui dit également bonne journée et surtout, vendredi, on sera encore autour de ce plateau pour parler des sports. Comme le projecteur est allumé, nous allons aussi l'allumer à notre niveau sur tous les sports. Au revoir. Grand jury.